l'homme, son environnement et le capitalisme, avec nos hôtes, d'une part Geneviève Azam, qui nous a rejoint de Toulouse, qui est membre d'Attac, Michael Levy, qui est de son côté au CNRS à Paris, et puis moi-même à l'EHESS, membre aussi d'Attac par ailleurs, et tous les trois nous allons échanger à travers un petit exposé d'une vingtaine de minutes sur le thème de cette réunion. Et ensuite, naturellement, nous vous passerons la parole parce que ce qui nous intéresse, c'est naturellement le dialogue avec vous toutes et tous. Donc, je passe la parole à Geneviève. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil dans ce lieu. Merci Claude de m'avoir invité pour discuter de ce sujet. Alors, en quelques mots, donc, je vais essayer de traduire ce que j'ai voulu écrire dans « Osons rester humains », ce que j'ai essayé, en tout cas, de réfléchir. Je suis partie du fait que nos sociétés aujourd'hui, toutes nos sociétés, elles ne sont pas seulement menacées, comme on a pu le penser pendant très longtemps, seulement par des tensions internes, par des contradictions internes, par des menaces internes. C'est leur habitat qui est menacé. C'est leur habitat global, c'est ce que traduit d'ailleurs le terme écologie. L'éco, c'est toute l'écosphère, c'est la Terre aujourd'hui qui est menacée dans sa propre vie, dans son propre fonctionnement. Donc ceci, bien entendu, est un défi pour la pensée, pour nous. Parce que jusqu'ici, nous avions pensé souvent la liberté, l'émancipation, à l'intérieur d'un cadre qui concernait essentiellement les tensions internes des sociétés et des individus dans les sociétés. Donc là, il y a un autre acteur qui apparaît à l'horizon. Et donc ce livre, finalement, c'est une interrogation sur les liens que nous avons, nous, humains, je dirais plutôt humain que homme. Bon, on pourra en reparler sans doute. C'est les liens que nous avons, nous, les humains, par rapport avec la nature. Justement, je voudrais montrer, et ça a été un petit peu le but du livre, comment ce lien que nous avons avec la nature, et ceci depuis la modernité occidentale, est un des soubassements profonds de la destruction aujourd'hui de cet habitat que nous partageons avec d'autres êtres vivants d'ailleurs, dont nous dépendons aussi. C'est pas simplement l'homme et son environnement, c'est que nous sommes aussi à l'intérieur d'un cycle du vivant. Et donc ce rapport-là que nous avons tissé avec la nature est un des soubassements de la catastrophe écologique que nous vivons aujourd'hui. Donc ceci, c'est vraiment le fondement du livre. Et l'autre interrogation, ce sont les liens que nous entretenons aussi avec la technique, c'est-à-dire la partition que nous faisons souvent entre ce qui est de l'ordre de la nature, ce qui est de l'ordre de l'artifice. J'essaierai d'y revenir. Pourquoi j'ai choisi de discuter cela? C'est qu'aujourd'hui, face à cette destruction massive, une des solutions proposées, c'est une fuite en avant technologique dans tous les domaines de la vie. Donc voilà, je vais interroger ce rapport entre nature et société et nature et artifice. C'était le but du livre. Avant de revenir sur plus précisément là-dessus, je voudrais faire un état des lieux quand même assez rapide qui traduit un petit peu les défis que nous avons au niveau de la pensée et au niveau de l'action, bien sûr. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés, pas simplement au niveau de l'écologie, s'apparente véritablement plutôt à une catastrophe, à une crise. Et je pense que souvent, de manière paresseuse, moi la première, nous employons le terme de crise qui est inapproprié par rapport à ce qui se passe. En effet, une crise, si on prend la définition de la crise, c'est quelque chose qui arrive dans un état qui était auparavant normal, qui se dérègle. Il y a un moment, la crise c'est court généralement, il y a un moment
effectivement, où les tensions apparaissent, où les contradictions selon le vocabulaire qu'on veut employer. Et ensuite, il y a une sortie de crise dans laquelle on retrouve l'état antérieur, et voire même, pour certains, un état antérieur amélioré. Là, dans le domaine de l'écologie, nous sommes, et c'est un défi pour la pensée, nous sommes devant des événements qui sont de l'ordre de l'irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie qui permettrait de retrouver un état antérieur. Les gaz à effet de serre que nous émettons aujourd'hui se concentrent dans l'atmosphère. Certains rêvent de techniques qui vont permettre d'aller les chercher dans l'atmosphère. Nous ne les avons pas. Mais ceci, c'est de l'ordre de l'irréversible. Le réchauffement climatique est irréversible. On peut le freiner, bien sûr, on doit le freiner. Mais il est déjà enclenché, et même si nous n'émettions plus rien comme gaz à effet de serre, eh bien, il est déjà enclenché, nous avons affaire avec le réchauffement climatique. Donc c'est irréversible. C'est non négociable. Je ne peux pas me mettre autour de la table avec la Terre ou avec la biosphère et dire maintenant ça suffit, on arrête le réchauffement. C'est non négociable. Et les pollutions en général, mais en particulier toutes celles qui sont liées à la perte de la biodiversité ou bien au réchauffement climatique, augmentent, mais elles n'augmentent pas de manière linéaire. Nous avons l'habitude de penser très souvent de manière totalement linéaire. Là, on se rend compte, quand on regarde les courbes de toutes ces pollutions, qu'il y a une augmentation qui est exponentielle. Donc il n'y a pas de linéarité, et il y a des effets de seuil avec des possibilités d'emballement et donc de perte de la maîtrise. C'est ce que nous disent aujourd'hui les climatologues, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, le problème c'est que ces seuils, on ne les connaît pas avant de les avoir franchis. On en a quelques idées, mais on ne les connaît pas vraiment. Donc, au-delà de certains seuils, les choses ne sont plus véritablement maîtrisables. Alors, tout ceci, bien sûr, est un défi pour notre pensée. Pour nous qui avons été bercés par l'idée que nous étions des êtres parfaitement rationnels, qui étions capables de prévoir toutes les conséquences de nos actions, d'anticiper toutes les conséquences de nos actions, voire de pouvoir modifier les conséquences de nos actions. Et là, nous nous retrouvons, nous qui rêvions d'une maîtrise absolue, de la maîtrise, nous nous retrouvons aujourd'hui devant une perte de maîtrise. Et ça, c'est un défi immense pour penser la liberté, pour penser l'émancipation. Donc, c'est la première chose que je voulais dire. Oui, et c'est ce qui distingue d'ailleurs la crise écologique, enfin ce qu'on appelle la crise écologique ou la catastrophe écologique, et la question sociale ou la question politique. Quand, pour ce qui est de la société, par exemple, on fait une réforme sur, on libère le travail, rien n'empêche, enfin si, il faut un rapport de force politique, mais avec un rapport de force politique, c'est réversible. C'est réversible. Et on peut négocier avec un rapport de force. Et c'est ça qui distingue vraiment le domaine de l'écologie et la question sociale et la question écologique. C'est que là, on est devant de l'irréversible et du non négociable. Et donc voilà pourquoi mon hypothèse aussi, et c'est discutable dans ce livre, c'est que la catastrophe écologique, elle est surplombante par rapport à toutes les autres. Elle est surplombante à cause de ces caractéristiques-là d'irréversibilité, de non-négociabilité et d'emballement possible. Elle renvoie à une véritable crise civilisationnelle qui interroge effectivement les liens que nous avons, nous, humains, et nos organisations sociales et économiques et politiques avec la nature. Alors là, ce que je développe dans mon livre, c'est que nos sociétés se sont construites, nos sociétés modernes, se sont construites sur ce qu'on appelle un dualisme, c'est-à-dire une séparation-opposition entre ce qui est de l'ordre de la nature, des lois naturelles, et ce qui est de l'ordre des sociétés, ce qui est de l'ordre des sociétés, et nous avons pensé la liberté et l'émancipation, le plus souvent, comme un arrachement à la nature. Et dans toute notre tradition, nous avons pensé nature et société, et donc humanité aussi et nature, séparés. Mais non seulement séparés, mais opposés. Parce que séparés, j'y reviendrai, ce n'est pas le problème. Mais opposés, en guerre, disons. Et que précisément, il fallait toujours s'arracher de la nature pour
conquérir la liberté, pour conquérir l'émancipation. Je prends un exemple économique. Encore aujourd'hui, à la Banque mondiale, quand on regarde le classement des pays dits développés et dits en développement, quels sont les critères du développement? Le critère du développement des pays développés, donc sous-entendu civilisés, c'est le pourcentage de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Moins on a de personnes qui travaillent dans l'agriculture, plus on a de chances d'être un pays développé et donc civilisé. C'est-à-dire que tout ce qui est proche de la nature, proche de ce qui, pour moi, fait notre fondement, est considéré justement et déprécié, et considéré comme un retard, comme quelque chose à combler, quelque chose à franchir. Donc, nous avons été construits, nos sociétés se sont construites sur cette opposition. Et le capitalisme, qui est venu là, s'est construit, c'est évidemment à utiliser cette opposition entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la société. La nature, dans ce cas-là, la Terre est un objet mort, c'est un réservoir de ressources, un stock dans lequel on va pouvoir puiser à volonté, et c'est éventuellement aussi un dépotoir pour tous les déchets que nous produisons. Donc ce dualisme, s'est accompagné d'un anthropocentrisme très très fort, et malicieusement, je voudrais dire que le titre de notre soirée est anthropocentrique, l'homme, son environnement, et je ne sais plus... Le capitalisme. Et le capitalisme, c'est anthropocentrique. C'est l'homme et son environnement. Je crois que, bon, là, nous en rediscuterons, je crois qu'on ne peut plus penser comme ça, justement. Entre l'homme et son environnement, l'homme, il est dans l'environnement. Il fait partie aussi de l'environnement. Et donc, il y a eu toute une tradition qui a nié la part naturelle de la condition humaine et la part naturelle, donc, de l'économie, des sociétés, etc. Alors, avec de bonnes raisons, il y avait une crainte très forte de la naturalisation des sociétés, de la naturalisation des lois sociales. Mais on a confondu le refus de la naturalisation des sociétés, des personnes, je pense en particulier aux femmes, aux différentes races, etc., qui ont été naturalisées, c'est-à-dire on a considéré qu'elles ne pouvaient pas accéder à la culture, à la civilisation, parce que trop proche de la nature, ça a été un élément de domination absolument terrible. Mais donc, le refus par tous les mouvements progressistes de la naturalisation de la société, avec tous les effets de domination, d'exploitation qu'il peut y avoir, a fait oublier que malgré tout, les sociétés sont dépendantes, totalement dépendantes, et non pas coupées de tous les grands cycles naturels. Bon, on pourra en rediscuter dans le débat. Moi, je suis censé être économiste. La science économique est un exemple parfait. Tous les modèles économiques, quasiment, ont été pensés indépendamment des liens entre les activités économiques et la biosphère. Pour produire, il faut de l'énergie, il faut de la matière. Il y a des échanges en permanence entre les ressources naturelles, et en particulier l'énergie et les matières. Et ceci, on n'en a pas tenu compte, comme si l'économie était un système fermé sur lui-même, on dira même autoréférentiel, et qui était complètement extérieur à ces lois de la nature. Et ça, on découvre aujourd'hui que nous nous sommes trompés. Mais nous devons, comment dire, c'est plus des questions que je vais poser. Il nous faut les outils maintenant pour arriver à penser à la fois les limites, des limites non négociables, je le disais tout à l'heure, non négociables. La croissance économique que nous avons connue pendant les 30 Glorieuses, dans une petite partie du monde, il faut le dire quand même, très petite partie du monde, sur le dos des autres, mais qui a accompli certains droits, etc., n'est pas généralisable. Non seulement, bon, elle n'existe plus, mais même si on le souhaitait, elle n'est pas généralisable parce qu'il nous faudrait plusieurs planètes. Pourquoi? Parce qu'on se heurte là aux conditions géophysiques de la production. On ne produit pas. Alors on nous vend bien entendu l'illusion d'une production qui serait dématérialisée. Ça, c'est l'illusion ultime, puisque la production n'est pas dématérialisée, y compris Apple, y compris tout ce qu'on peut, toute l'économie digitale, etc. Il y a derrière une industrie
de l'Internet qui est absolument énorme et très consommatrice de matière et d'énergie. Donc cette illusion de la dématérialisation, c'est encore une autre illusion qu'on nous sert aujourd'hui. Dernier point dans cette partie que je voudrais aborder, ce rapport donc, des sociétés à la nature, de nos sociétés, et bien sûr le capitalisme, et ça je pense que Michael et Claude en parleront davantage que moi, le capitalisme s'est inscrit dans cette vision-là, et on a eu, et pour moi c'est un gros enjeu, une partie de l'humanisme. Une partie de l'humanisme a été un humanisme anti-nature. Un humanisme qui a considéré qu'il fallait vaincre, dominer, maîtriser, avoir la maîtrise rationnelle de la nature, du système terrestre, etc., etc. Donc l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est de repenser peut-être l'humanisme. Dernier point, donc, je voulais dire dans cette présentation un peu de la situation, c'est que je crois, et qui a animé mon livre, c'est qu'en même temps, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une véritable défaite de l'idéal prométhéen de maîtrise du monde. On se rend compte, et je crois que ça participe de la désespérance qu'on peut lire, on se rend compte qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Et ça, pour nous, je crois, occidentaux en tout cas, élevés dans toutes ces philosophies de la maîtrise rationnelle, c'est un choc aussi de savoir que nous n'avons pas anticipé les conséquences, nous n'avons même pas imaginé, comme dit Gunther Anders ou Hannah Arendt, nous n'avons pas été capables d'imaginer les conséquences de ce que nous faisions. Aujourd'hui, nous maîtrisons des techniques extraordinaires dont nous sommes incapables d'imaginer les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et donc ça, c'est ce que Hannah Arendt appelle une aliénation au monde. Ce n'est pas simplement l'aliénation individuelle, c'est une véritable aliénation au monde que nous vivons. Et du coup, peut-être une certaine, panique que nous pouvons avoir, désespérance, parce que nous sortons des cadres de pensée dans lesquels nous étions. Alors face à cela, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, il y a deux grandes réactions, deux grands types de réactions, je vais les schématiser face à cette situation. Deux grandes voies avec bien entendu des choses tout à fait médianes. La première voie, c'est ce que j'appelle la voie de la toute-puissance, l'âge de l'homme, enfin, qui arriverait, je vais en reparler, et de notre côté, ce que j'appelle l'âge de la fragilité. En fait, ce livre, je voulais l'appeler l'âge de la fragilité. Bon, c'est l'éditeur qui a un peu tiqué, j'étais d'accord avec Osons rester humain, mais c'était plutôt l'âge de la fragilité. Donc, l'âge de l'homme. L'âge de l'homme qui se nourrit d'une vision particulière de ce qu'on a appelé l'Anthropocène. Bon, en deux mots, parce que je ne vais pas avoir le temps, mes amis en reparleront. Je pense que c'est un peu rentré aujourd'hui dans le débat public. Aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans une période dans laquelle des changements majeurs qui arrivent au niveau de la Terre ne sont pas dus à des grands cycles naturels, mais sont dus à l'action des humains. C'est ce qu'on appelle anthropos, action des humains, et scène. Ça veut dire que nous vivons une nouvelle ère géologique aujourd'hui, dans laquelle les humains sont devenus une force géologique. Alors, on y reviendra dans le débat. Cette notion d'anthropocène, elle a été inventée par des scientifiques. Elle pose énormément de problèmes, puisque qui est ce nous? Qui est cette humanité? Cette humanité, elle n'est pas une, elle n'est pas un bloc, elle n'est pas unifiée, elle n'est pas homogène. Il y a des classes, il y a des inégalités, il y a des différences, bref, etc. Il n'empêche que cette notion est importante, parce qu'elle signifie quand même, aujourd'hui, qu'il y a un croisement de l'histoire naturelle des sociétés et de l'histoire sociale. Alors qu'on pensait ces histoires-là complètement parallèles, tellement l'histoire de la Terre, c'est une histoire au long cours, sur des milliards d'années, alors que l'histoire des sociétés humaines, c'est une histoire beaucoup plus courte, on pensait que c'était parallèle. Et aujourd'hui, on découvre que l'histoire humaine influe sur l'histoire de la Terre, alors qu'on pensait que la Terre évoluait dans une grande indifférence par rapport aux sociétés. Mais de cette vision-là de l'Anthropocène, certains disent, mais puisque nous sommes capables de modifier le climat, de modifier la biodiversité, véritablement, puisque nous sommes une force géologique, nous allons être capables de piloter cette planète Terre
nous allons être capables de réparer ce que la technique, l'organisation économique, le marché, le capitalisme, etc. a défait. Et finalement, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la fragilisation des écosystèmes, la fragilisation des sociétés, la fragilisation des individus, cette fragilité-là, elle est un manque, elle traduit un manque. Elle n'est pas en soi une valeur, hein, elle traduit un manque, alors pour les plus libéraux, manque de marché, un marché qui n'est pas complètement accompli, ou bien manque de rationalité, il faut toujours plus rationaliser, il faut toujours plus compter, il faut toujours plus évaluer, etc. Cette nature, finalement, elle est mal gérée et on devrait pouvoir être plus efficient, véritablement la manager, et on va parler du management de la terre, du management de la nature. Bon, je vais vite, c'est ce qu'on appelle l'économie verte ou le capitalisme vert, qui remplace très largement aujourd'hui le développement durable. On ne parle plus du tout de développement durable, c'est totalement considéré comme dépassé. Donc c'est un oxymore de toute façon, hein, mais on parlera d'économie verte ou de croissance verte et d'économie verte. Et donc management de la terre. Et donc par rapport à ce dualisme dont je parlais tout à l'heure, c'est ce que j'ai voulu développer dans le livre. Aujourd'hui, la plupart la vision néolibérale, aujourd'hui, a rompu avec le dualisme. Elle considère que la Terre est un être vivant, que la Terre même, elle produit des services, qu'on appellera des services écosystémiques, et qu'elle les produit de manière infinie. Elle est capable de purifier l'air, hein, la nature. Elle est capable d'absorber le carbone. Elle est capable de purifier l'eau. Elle est capable d'organiser les plantes, la pollinisation, etc. Ce sont des services gratuits. Et que nous disent les économistes libéraux? Ils nous disent ça se dégrade parce que c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit se dégrade parce que nous sommes des homo economicus, hein, intéressés par... soumis à notre propre intérêt, et donc il suffit de mieux gérer ce capital naturel. La nature devient un capital. Et c'est un capital qui se reproduit en permanence, qui est infini, puisqu'il y a cette production infinie de services écosystémiques. Et donc là, on rompt complètement avec le dualisme en intégrant la nature à la société. On internalise, on dit. La nature, c'est du capital. C'est du capital qui doit être exactement, intégré, soumis au capital financier, au capital économique. C'est un capital au même titre que les autres et qui doit être, utilisé, qui doit être géré selon les mêmes règles, hein, que le capital en général. Ça, c'est l'économie verte. C'est ce que j'appelle la fusion entre nature et société. Hein, c'est véritablement une fusion. Il n'y a plus de nature, il n'y a que de la société. Il n'y a que de l'économie. Et le grand projet néolibéral, c'est de supprimer toute extériorité à la logique économique néolibérale. On supprime tout ce qui est contrainte sociale, on supprime tout ce qui est contrainte écologique, etc. On supprime la nature comme quelque chose qui serait extérieur et qui pourrait effectivement nous poser certaines limites. On l'internalise. Ça, c'est vraiment tout ce qui est l'économie verte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est véritablement l'appel à la technique, à la technoscience, puisque à la technique, ça fait partie de notre histoire, c'est une dimension de notre humanité. Bien entendu, là c'est plutôt la technoscience, c'est l'apologie de technique qui consiste à dire on ne va pas y arriver, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les couloirs des négociations climatiques, on ne va pas arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc il faut désormais qu'on utilise des techniques qui permettent d'adapter la Terre aux nouvelles conditions de l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire véritablement transformer le système terrestre de façon massive, transformer l'atmosphère pour refroidir la Terre, en gros. Il s'agit, c'est de techniques qui refroidiraient la Terre, sachant que nous serions incapables de prendre des mesures politiques, sociales, pour refroidir la Terre de l'intérieur. Donc c'est la technique qui va nous le permettre, ou bien la bio-ingénierie, qui va nous permettre de créer des espèces
capable de résister aussi aux nouvelles données, par exemple, du réchauffement climatique. Ça, c'est vraiment le projet prométhéen plus, hein, si on peut dire, c'est-à-dire que finalement la perte de maîtrise, là, ce que j'ai appelé tout à l'heure la perte de maîtrise, la crise de l'idéal prométhéen, c'est interprété comme, mais exactement comme dans le néolibéralisme, en fait c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin que finalement ça ne marche pas. Si le marché produit des effets délétères, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans la libéralisation. Hein, ça c'est typiquement la pensée néolibérale. Donc ça c'est un premier type de réaction qu'il y a dans notre société, qu'on voit. Et la création de ce qu'on appellera aujourd'hui, bon ça je le développe pas mal, hein, c'est qu'il y a le projet de recréer le vivant, de recréer la nature, puisque cette nature, elle n'est pas suffisante pour nos projets à nous humains. Elle nous limite. Eh bien on va la reconstruire, on va la refaire, on va reproduire le vivant, on va fabriquer le vivant. Et c'est ce qu'on appellera l'économie de la vie. Aujourd'hui, l'économie, c'est aussi l'économie de la vie. Il y a toute une industrie véritablement du vivant aujourd'hui, de la production du vivant, et une industrie qui en est à ses débuts et qui a certainement de très beaux jours devant elle si on n'y met pas des limites. Donc une véritable économie de la vie, et donc le capitalisme aujourd'hui. Le capitalisme s'est emparé non seulement des conditions de vie, etc., mais de la capacité de reproduction de la vie, aussi bien humaine d'ailleurs que des autres espèces. Donc voilà, ça c'est un aspect. J'ai fini, j'ai pratiquement terminé. Et c'est la création de ce que j'appelle moi dans le livre l'homo cyborg, la société cyborg, d'un humain qui vit avec des prothèses, mais le smartphone déjà en est une pas mal de prothèses, mais il y a d'autres prothèses, hein, donc c'est ce qu'on appellera l'homme prothétique, qui ne peut vivre, qui vit avec des prothèses, mais qui est une sorte d'humanité augmentée, de planète augmentée, de nature augmentée. On entend beaucoup tous ces sujets aujourd'hui. Et de notre côté, il y a un mouvement que je crois puissant aussi. Il y a un double mouvement qui, au contraire, dit, nous devons au contraire cultiver la fragilité, cultiver la limite. Donc c'est un mouvement totalement opposé. C'est la reconnaissance aujourd'hui que nous sommes dépendants, d'abord entre nous, l'idéal néolibéral d'un individu autosuffisant, auto-créateur de lui-même, auto-entrepreneur, tout ce qu'on veut, hein, l'homo deus, hein, il y a un très bon livre qui vient de sortir, cet idéal néolibéral d'un individu qui n'aurait besoin de rien du tout, qui aurait coupé tous ses liens de dépendance. Eh bien, nous savons aujourd'hui hein, qu'il y a véritablement des interdépendances nécessaires, aussi bien entre les humains, et nous devons les cultiver, ces interdépendances, que des solidarités, que des humains avec les autres espèces et avec la Terre. Et qu'on ne peut pas penser une humanité qui serait en orbite, un peu comme la finance, hein, une humanité qui serait en orbite et qui aurait rompu tous ces liens organiques avec la nature et avec la Terre. Donc ça aussi, hein, notamment dans la pensée progressiste, hein, ça pose énormément de questions. J'imagine que nous aurons à en discuter. Et ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que nous sommes des êtres de nature aussi. Nous vivons dans la nature. Nous sommes dans l'environnement. Nous faisons partie de cet environnement. Nous le modifions en permanence. Et bien entendu qu'il ne s'agit pas de considérer la nature comme un musée qu'il ne faudrait surtout pas toucher, dans lequel hein, nous devrions nous faire une petite place sans rien toucher. Ce n'est pas ça le sujet. Hein, donc nous prenons conscience qu'il y a des interdépendances, qu'il y a des relations, que ces relations sont une richesse et non pas une aliénation. C'est le fait d'avoir coupé tous ces liens qui aujourd'hui nous rend terriblement dépendants. J'ai lu un article tout à l'heure sur l'agriculture 2.0, quand même qui se concocte dans la Silicon Valley. Hein, c'est-à-dire la Silicon Valley aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'agriculture. C'est-à-dire sur la chimie de synthèse, sur l'agriculture qui permettrait de lutter contre les pollutions,
grâce d'abord à des petits robots qui seraient à la place des humains pour désherber, etc., on n'aurait plus besoin de Roundup, parce qu'il y aurait les petits robots qui feraient le désherbage. Et puis, notamment, et ça pose tout le problème des véganes, par exemple, la possibilité d'avoir une alimentation non carnée, la fabrication de hamburgers sans viande, des œufs sans poule. Et c'est ça, ça c'est la mort. Mais c'est ça qui est étudié aujourd'hui. C'est ça qui est étudié. Et bien entendu, avec des arguments écologiques par rapport à l'épuisement des ressources, à la pollution, etc., etc. Donc je crois qu'il y a des fortes résistances vis-à-vis de ça. Tout ce qui est aujourd'hui, tous les mouvements qui cherchent à ralentir, tous les mouvements qui luttent aujourd'hui contre les grands projets inutiles et imposés, tous les mouvements d'agroécologie, d'agroforesterie, de toutes ces ZAD qui naissent un petit peu partout, qui tentent d'inventer un autre rapport à la nature. Et c'est des lieux où justement les questions sociales et les questions écologiques se retrouvent. Et je crois qu'aujourd'hui nous prenons conscience que plutôt que de lutter contre la nature, et de lutter aussi en même temps contre les humains, parce qu'on sait aujourd'hui que cette idéologie de maîtrise de la nature, de maîtrise, c'est aussi une des origines de la domination des humains. Ça va de pair, en tout cas, la domination de la nature et la domination des humains. Et bien au contraire, c'est tout ce qu'on peut appeler le care, le prendre soin de la nature, de prendre soin des humains. Et ce prendre soin, c'est pas simplement des valeurs dites féminines, qui se passerait dans le foyer et qui serait réservé aux femmes. C'est justement ces questions du prendre soin qui doivent aujourd'hui être reprises sur l'espace public avec un contenu politique. C'est pas du tout de la sistana par rapport à la terre et par rapport aux grands équilibres et par rapport aux personnes. Le prendre soin, c'est tout à fait autre chose, et prendre soin du renouvellement de la ressource. Bon, je crois que là, je termine. Je pense qu'on a partout des exemples de mouvements sociaux, partout dans le monde, qui justement s'inscrivent dans cette nouvelle manière de voir. Je vous remercie. Merci. Alors, je suis de métier, je suis prof, un prof indécrottable, et c'est dire que je vais d'abord vous asséner une citation. La conception postérieure de l'exploitation de la nature pour l'homme est le reflet de l'exploitation de fait de l'homme par les propriétaires des moyens de production. Si l'intégration de la technique dans la vie sociale a échoué, la faute en est à cette exploitation. Ça, c'est, vous l'aurez peut-être reconnu, Walter Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle. Donc, le point de départ de ma réflexion ici, c'est une interrogation sur le changement climatique, et de manière plus générale, c'est une interrogation sur à la fois les causes et les conséquences du constat écologique récent dont Geneviève a très bien donné les termes. Et ce questionnement, de même que ça a été le cas d'ailleurs pour Geneviève, m'a conduit à une mise en cause de l'opposition moderne, une opposition évidemment occidentale, européo-centrée, entre nature d'une part et culture de l'autre. De là donc une interrogation sur les rapports entre ce que nous avons théorisé comme culture, comme ensemble de représentations, de manifestations, de pratiques souvent à valeur symbolique, et puis ce que nous avons par ailleurs institué comme, et objectivé aussi comme nature. Peut-être exprimé en termes marxistes, mais un peu frustes, il s'agit donc des relations entre les rapports sociaux, ici je dirais plutôt les rapports culturels des hommes, les forces productives, les rapports de production, et puis finalement ce qu'on appelle les forces de la nature.
Et mon second point de départ, c'est la culture grecque, puisque je suis helléniste, avec cette idée que l'approche d'une autre culture nous permet en retour de réfléchir sur le paradigme dont nous dépendons. Il s'agit d'une part de porter un regard critique sur la culture différente, mais en retour de porter ce même regard décentré par le passage par la culture grecque sur le paradigme dont nous dépendons. Et en Grèce ancienne, donc, on parle non pas de nature, mais de physis, à partir d'un verbe, phuein, phuestai, aussi au moyen, qui veut dire engendrer. Engendrer, naître, croître, devenir. L'idée du devenir est absolument essentielle dans ce terme, ou dans les emplois de ce terme de physis. Et physis, ça peut être défini, notamment par Benveniste, comme un accomplissement, mais un accomplissement en tant que devenir ou comme résultat aussi d'un devenir. Et ce qui est intéressant pour mon propos ici, c'est que par le jeu de la métaphore en général, la croissance végétale, la croissance des feuilles, les feuilles d'ailleurs s'appellent les phyla, donc il y a toujours cette racine phuein qui est à l'origine de ce terme. La croissance végétale renvoie donc d'une part au changement, mais au changement dans le cosmos, au changement physique, au sens moderne du terme, mais aussi au développement de l'homme. Ce qui indique donc une espèce de perméabilité entre les trois ordres que nous avons l'habitude traditionnellement, comme ça, de distinguer, l'ordre physique, l'ordre végétal, et puis l'ordre animal et naturellement humain. Mais cela va un tout petit peu plus loin dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, à côté de la physis, les Grecs ont posé aussi le nomos. Le nomos, ça signifie la coutume, ce qui est partagé. C'est ce qui est partagé, c'est-à-dire la coutume, ou si vous voulez, la pratique partagée. Et on peut se demander si, en opposant physis et nomos, on n'a pas déjà en embryon notre opposition moderne entre nature et culture. En fait, il n'en est rien. En effet, je me fonde ici sur un traité hippocratique où le Sophos qui écrit ce traité remarque que d'une part la morphologie, mais aussi les caractères des hommes, ou le caractère des hommes, c'est-à-dire la physis des hommes, varie suivant l'exposition au vent, l'exposition de leur cité au vent. La mention ici de la cité est essentielle parce que l'homme d'emblée est conçu comme vivant dans une communauté politique, au sens grec du terme. Exposition au vent, d'une part, mais aussi la qualité des eaux, et la qualité des eaux, des lieux, évidemment, que ces hommes habitent. Donc, idée du milieu et de l'influence du milieu sur la physis des hommes, avec de plus une interaction possible entre la physis et le nomos. Donc on peut dire qu'en Grèce classique, cette notion de physis renvoie en particulier à la nature humaine comme physiologie, comme morphologie, mais aussi comme caractère, mais en devenir, une physis qui est universellement partagée, mais qui a des qualités qui sont celles aussi de l'environnement de l'homme, un environnement qui est compris comme espace terrestre, comme chora, et donc comme milieu. Donc pas de partage entre nature et culture, mais plutôt une espèce d'interaction, une interaction de fait entre ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'inné d'un côté et puis l'acquis de l'autre. Le paradigme moderne
quant à cette nature qui a été objectifiée. On cite toujours, et à raison d'ailleurs, Descartes, le discours de la méthode, qui reprend l'idée fondamentale de la physique de Newton. Une physique d'ailleurs, c'est très intéressant, qui est présentée par Descartes comme une connaissance, et une connaissance utile à la vie. Et cette connaissance fondée sur la physique élémentaire, sur la physique newtonienne, je cite, solliciterait la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et des autres corps qui nous environnent. Donc déjà ici, l'idée d'environnement. Et l'idée que développe Descartes, c'est que dans cette mesure, la physique peut rendre l'homme peut faire de l'homme un maître de la nature. Donc vous voyez, d'une part, un environnement qui est objectivé, en nature physique, un environnement aussi dont on peut exploiter les ressources, les forces, mais c'est une exploitation qui est naturellement subordonnée à une utilité, dans le cas particulier, une utilité sociale. Et puis, avec les Lumières, naturellement, cette nature objectivée va être, de manière plus marquée encore, opposée à la raison, cette raison universelle que partageraient tous les humains. De là donc le paradoxe des perspectives anthropologiques modernes qui ont tendance à opposer nature et culture dans un sens structural, dans une espèce d'opposition binaire, tout en reconnaissant par ailleurs que les anthropologies indigènes, les conceptions de l'homme des autres cultures ont l'habitude de penser l'homme et son environnement en termes de perméabilité, en termes d'interaction. C'est Clifford Geertz, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas de nature humaine de base, mais que la nature de l'être humain se fait et se défait dans l'exercice même de ses capacités physiques, de ses capacités mentales aussi, et de ses capacités intellectuelles. À vrai dire, donc, au-delà des relations que chaque communauté humaine entretient avec une écologie physique, avec un environnement animal particulier, au-delà aussi des représentations que chaque communauté se fait de ces différentes relations entre ce que nous avons objectivé comme nature d'un côté et comme culture de l'autre, les recherches récentes, aussi bien en biologie qu'en sciences neuronales, ont à nouveau focalisé l'attention sur la nature de l'homme. Et comme dans l'Athènes classique, dans cette Athènes classique des sophistes, est en jeu le développement phylogénétique, mais aussi le développement ontogénétique des capacités pratiques, mais aussi des capacités intellectuelles de l'homme. Et du point de vue anthropologique, il s'avère justement que ces processus de développement neuronal, et donc le processus mental de l'homme, dans son histoire collective, mais aussi dans son histoire individuelle, dépendent d'une part des dispositifs innés, hérités, qui font l'homme, qui fabriquent l'homme lui-même, mais aussi des incitations culturelles, des incitations sociales à disposition, et ceci, et c'est là le point sur lequel j'aimerais insister ici, en interaction avec différents écosystèmes, avec l'écosystème de la culture et de la société, ou de la communauté en question. Donc il n'y a pas de nature humaine de base, il n'y a pas de constitution innée de l'homme à l'état pur, mais il n'y a pas non plus
don soi de l'homme pensant et donc de l'homme de culture. En effet, si je peux encore prolonger cette réflexion anthropologique et un peu philosophique, dès Herdocq, on a insisté sur l'incomplétude de l'homme, l'incomplétude de l'être humain, et désormais à cette idée d'incomplétude, on a plutôt substitué celle de la plasticité, sa plasticité neuronale, la plasticité de ses capacités neuronales, qui fait que, plasticité d'ordre génétique aussi, qui fait que le développement neuronal de l'homme, même le développement génétique de l'homme, n'est possible qu'en relation avec son environnement d'une part, mais qu'en relation aussi avec une communauté et avec une communauté humaine. J'en viens au deuxième point de mon propos, en disant que l'appréhension sensorielle, l'appréhension intelligente par les hommes de leur milieu, entraîne de profondes modifications dans l'environnement lui-même, en raison même de cette interaction avec l'environnement, une interaction avec l'environnement à la fois humain et, entre guillemets, naturel, qui est absolument indispensable au développement de l'homme, à la fois en tant qu'individu, mais autant aussi en tant qu'espèce. S'il est vrai donc que le milieu façonne l'homme, en retour, l'action intelligente, l'action pratique des communautés humaines contribue à constamment modifier, à modeler cet environnement. Or, l'indispensable interaction entre l'homme et son milieu connaît une historicité et une historicité plurielle dans la mesure où les cultures et les communautés des hommes sont naturellement plurielles. Je reviens, et pour conclure, à notre propre communauté culturelle. On remarque en effet qu'avec la colonisation européenne, puis avec le grand mouvement néocolonial, pour en venir au présent, qu'est la mondialisation, s'est imposé ce modèle européen, occidental, européocentré, d'une nature objectivée et d'une nature objectivée à exploiter au profit de l'homme. À cet égard, il faut évidemment compter, tu en as parlé tout à l'heure aussi, avec l'impact décisif de ce que sont devenues en Europe les sciences de la nature, mais non seulement les sciences de la nature, aussi toutes les techniques qui en dérivent. On compte donc à la fois avec une objectivation de l'environnement en nature, avec cette idée de la domination par la raison intelligente des hommes sur la nature, et puis par le développement des techniques, dans un but utilitaire, certainement, dans un premier temps, qui ont conduit à l'industrialisation qui a marqué en Europe, en partie aux États-Unis, un peu plus tard d'ailleurs, tout le XIXe siècle et naturellement tout le XXe siècle, avec, sans aucun doute, d'incontestables bénéfices en termes d'utilité sociale, pour reprendre l'idée déjà développée par Descartes, pour l'amélioration tout simplement des conditions pratiques de la vie des hommes et de la vie des hommes en communauté. Mais, et j'en viens au dernier point, ces bénéfices matériels, ces bénéfices tirés de l'industrialisation ont été rapidement confisqués par le capitalisme fondé sur l'idée de l'accumulation du capital par le profit, et par un profit qui est évidemment désormais purement financier. Un profit fondé sur un productivisme consumériste et sur le productivisme consumériste qui en découle, dans ce contexte du développement industriel animé par l'idéologie et par les pratiques
du capitalisme, avec une substitution, pour parler en termes marxistes, de la valeur d'échange à la valeur d'usage, la réification de la nature, cette réification de la nature face à la culture des hommes, a permis de penser, et l'une et l'autre, la nature et la culture, en termes de ressources, puisqu'on parle désormais naturellement de ressources naturelles, mais dans la même ligne, on parle aussi de ressources humaines, à exploiter naturellement dans une visée de rendement purement économique, de profit, mais de profit essentiellement financier. Et on le sait, ça a été répété encore tout à l'heure, l'environnement terrestre, cet environnement, l'environnement climatique aussi, mais certainement l'environnement terrestre, dont nous tirons les conditions même de notre survie, subit avec les communautés elles-mêmes qui en tirent leurs propres ressources, les conséquences de plus en plus destructrices d'une anthropologie, j'entends ici l'anthropologie comme conception de l'homme, une anthropologie économiste, et une anthropologie économiste, en effet, qui est entièrement anthropocentrée. C'est cette anthropologie qui est impliquée par le libéralisme anglo-saxon, ce libéralisme économique, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, fondé donc sur la seule motivation du profit financier et du profit financier individuel, sur l'accumulation capitaliste qui est adossée à des technologies, on en a parlé tout à l'heure, tu les as évoquées, de plus en plus sophistiquées, notamment dans le domaine évidemment dans le domaine de la communication et de l'information. Et cette anthropologie est parvenue à imposer une marchandisation généralisée des relations humaines et des rapports de l'homme avec son milieu de vie, puisque c'est de cela dont il s'agit. Ces rapports, donc, obéissent désormais au principe naturalisé du rendement, de la concurrence, de la compétitivité, de l'innovation et de la productivité. Quant à l'exploitation des matières premières, extractivisme d'un côté et spéculation de l'autre. Pour conclure, donc, je dirais qu'on a voulu admettre, ou on pourra admettre, que nous avons non seulement atteint, mais nous avons créé par notre action sur l'environnement ce qu'on appelle désormais l'âge de l'Anthropocène, quel que soit d'ailleurs le moment initial, le début qu'on assigne à l'Anthropocène. En général, on concorde pour fixer le début de l'Anthropocène au début de l'industrialisation, mais c'est contesté, c'est pas ce qui importe ici. Quoi qu'il en soit, les indispensables rapports interactifs des hommes avec leur milieu, avec leur environnement, ne sauraient être conçus en termes de relations avec un écosystème qui serait anthropomorphisé en terre avec majuscule, voire divinisé aussi en Gaïa. On pourra y revenir dans la discussion, c'est devenu très à la mode. Je pense en effet qu'il est inutile d'attribuer des droits à la terre anthropomorphisée. Ces droits, c'est nous qui les formulons, le cas échéant, et par conséquent, c'est à nous d'en administrer le respect. La terre, muette elle-même, ne saurait être instituée en sujet de droit. Mais je sais que c'est contesté et on pourra en discuter tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi je voulais insister en conclusion, c'est que dans les rapports avec notre milieu,
l'essentiel est dans l'interaction sociale avec des écologies qui sont forcément modelées par des pratiques techniques, par des pratiques culturelles, aussi par les pratiques culturelles des hommes. Aussi bien l'urgence climatique que le caractère limité des ressources et de ressources qui n'ont absolument rien de naturel exigent donc la transition vers un écosocialisme, et je dirais même un écosocialisme d'inspiration altermondialiste. Michael va nous en ouvrir tout à l'heure les perspectives. Autant les appareils productifs que les rapports de production doivent être soumis à des exigences sociales, à des exigences évidemment désormais environnementales, en rupture avec les critères d'une croissance qui est fondée sur la seule augmentation du produit intérieur brut. Il s'agit donc de soustraire autant les relations des hommes que les rapports des humains avec leur milieu aux prétendues lois du marché. Il en va, en quelque sorte, de la survie des uns et des autres, femmes et hommes. En somme, la nature ne peut être que culture, et une culture certainement d'ordre politique. Bien, alors je vais commencer là où mon ami Claude a terminé, c'est-à-dire avec l'Anthropocène. Effectivement, il y a un accord de plus en plus général des géophysiciens pour parler d'une nouvelle ère géologique. Bon. Qui, disons, un changement important dont le climat, le changement climatique est au centre. Ce n'est pas le seul changement, mais c'est sans doute le plus important. Et ces changements climatiques, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, pour toute réflexion économique, sociale, politique, religieuse, qu'on veut. Là, je suis tout à fait d'accord avec Naomi Klein quand elle dit que cette question, bon, le réchauffement global, etc., ça change tout. Ça change tout. Notre compréhension de ce qu'est la société, la nature, l'histoire, le capitalisme, le socialisme, tout ça doit être repensé d'une façon nouvelle à partir du changement climatique. Donc, les remarques que je vais faire sont inspirées par cette affirmation de Naomi Klein. Bon, j'essaie de développer une réflexion marxiste, mais je dirais que du point de vue écologique, nous avons besoin moins d'un marxisme-léninisme que d'un marxisme-kleininisme, qui est Naomi Klein. Bon, voilà. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à qui la faute? Qui est responsable de ce changement, l'Anthropocène, et notamment du changement climatique? Alors, les scientifiques nous disent c'est l'homme, c'est l'être humain, d'où l'expression Anthropocène. C'est qui, scientifiquement, est très juste et très important, parce que il y a toujours les négationnistes qui disent non, c'est les taches du soleil ou je ne sais pas quoi. Bon, non, c'est l'activité humaine. Donc, scientifiquement, c'est très juste. Mais politiquement, c'est un peu court. Pourquoi? Pour une raison évidente, l'être humain existe sur la planète depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Je ne peux pas donner un chiffre exact. Mais, bon, le problème qu'on est confronté, disons la destruction de l'environnement en général et le changement climatique en particulier, bon, c'est quelque chose qui remonte, disons, à l'industrialisation du XVIIIe, qui s'est accéléré beaucoup au cours du XXe siècle, et encore beaucoup plus à l'époque de la globalisation néolibérale. Bon, donc ça nous amène, à nous, marxistes en tout cas, mais nous ne sommes pas les seuls, à la conclusion que, du point de vue politique, de l'analyse historique, bon, les responsables de la catastrophe, je suis d'accord avec Geneviève, c'est pas une crise, c'est une catastrophe, c'est le système capitaliste. Et Naomi Klein, d'ailleurs, le dit, elle n'est pas marxiste, mais elle dit, bon, le capitalisme est en guerre contre la planète.
Et il n'y a pas que Naomi Klein. Bon, il y a beaucoup de gens qui les disent, qui ne sont pas marxistes, comme le pape François, hein, pour citer une autorité qui n'est pas marxiste, qui dit bon, c'est l'actuel système économique et l'actuelle forme de propriété perverse qui conduit au changement climatique, à la catastrophe écologique, etc., etc. Bon, vous connaissez son encyclique peut-être, Laudato Si. Bien. Donc, les problèmes, les problèmes qui posent, la catastrophe écologique, les changements climatiques, c'est, il faut comprendre, ces causes qui ont à voir, donc, non seulement avec les intérêts de tel ou tel individu, avec le mauvais comportement des gens, avec des idéologies occidentales, etc. Tout ça existe, hein, bien sûr, mais ça a à voir avec un système. Hein. C'est une question systémique sur le capitalisme. Et c'est important de se rendre compte que c'est la logique inhérente au système qui implique la compétition féroce, la compétitivité, l'expansion permanente, parce qu'il n'y a pas de capitalisme possible sans expansion permanente, croissance, plus de produits, plus de consommation, plus d'accumulation du capital, du profit. Bon, sans croissance, c'est le désastre. Hein. Désastre du point de vue. Donc le capitalisme a besoin de tout ça, et tout ça conduit inexorablement, logiquement, à la destruction de l'environnement, au changement climatique, à la catastrophe écologique. Bon. Et tout ça, disons, cette nature systémique du problème est tout à fait illustrée par l'attitude des gouvernements qui représentent ces systèmes, c'est-à-dire l'écrasante majorité des gouvernements actuels. Bon. Alors, il y a, évidemment, ces gouvernements sont au service du capital, mais bon, dans le capital, il y a différentes attitudes par rapport à la question. Bon, il y a un secteur du capital que j'appellerais l'oligarchie fossile. Hein? Oui, ça fait penser aux dinosaures, mais ce n'est pas des dinosaures. Hein? Dont les intérêts sont liés aux énergies fossiles, c'est-à-dire au charbon, au gaz, au pétrole, etc. Bon. C'est évidemment l'industrie, multinationale minière d'exploitation de cette énergie fossile directement, le pétrole, les gaz et les charbons. Bon. Mais, et tout ce qui va avec, le pipeline et tout ça, et tout ce qui va avec, c'est l'industrie automobile aussi qui marche à la base du pétrole, etc. L'industrie plastique, l'industrie chimique. Bon. Donc, vous voyez, c'est une partie très importante du système capitaliste, c'est lié à l'oligarchie fossile. Et l'oligarchie fossile ne veut pas entendre parler de réduction d'émissions, arrêter le pétrole, bon, tout ça, c'est absolument insupportable. Et pour de bonnes raisons économiques, c'est-à-dire du point de vue de la rationalité du système capitaliste, c'est tout à fait logique qu'il refuse par tous les moyens qu'on touche à ces réserves de pétrole qu'ils ont, qu'ils possèdent, etc. Donc c'est tout à fait rationnel du point de vue de leurs intérêts. Bon. Donc cette oligarchie fossile, elle n'est pas facile du tout. Il a cette particularité qu'elle est maintenant au pouvoir dans la principale puissance industrielle de la planète, hein, Trump. Donc, elle est au pouvoir avec Trump, pour la première fois. Hein. Bon, déjà, un peu avant, il y avait le Canada avec Harper, il y avait l'Australie avec je ne sais plus qui, etc. Mais bon, Trump, c'est beaucoup plus, de façon beaucoup plus brutale, directe, le représentant de l'oligarchie fossile, merde. Et je dirais même les secteurs les plus rétrogrades, parce que dans l'oligarchie fossile elle-même, bon, les chefs de Shell et Exxon, etc., bon, il y a certains qui disent, bon, il faut qu'on accepte au moins les principes de négociation internationale, il faut y aller pour essayer de faire passer les méthodes du marché comme solution, etc. Donc, il y a une partie qui est prête à, disons, à faire quelques concessions très, très limitées. Mais il y a un secteur complètement rétrograde qui nie même l'existence du changement climatique. Bon, Trump a dit c'est une invention chinoise, etc. Et qui paye de scientifiques pour dire que c'est pas vrai, etc. Bon, il y a les frères Koch qui sont très connus aux États-Unis, mais enfin, il y a un secteur de l'oligarchie fossile qui est totalement climato-négationniste. Hein. Bon.
Et c'est ces secteurs-là qui sont au pouvoir maintenant aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas une mince affaire, hein. Quelque chose d'extrêmement grave. Bon, mais les autres, les rationnels, les éclairés, ceux qui ont compris qu'il y a un problème, qui reconnaissent qu'il y a un problème, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cette magnifique conférence de Paris qui a adopté une excellente résolution qu'il faut effectivement faire quelque chose, et c'est même urgent, etc. Mais bon, chaque pays a fait des promesses qui ne vont pas tenir parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle. Alors pourquoi ils vont tenir cette promesse? Et surtout, même s'ils tenaient leurs promesses, ce qui est absolument impossible, on arriverait non seulement non à un demi ou 2 degrés d'augmentation, mais à 3 degrés et plus. Bon, donc on est parti pour un processus irréversible et incontrôlable, comme a dit Genève. Donc, voilà le résultat de la conférence de Paris, le grand pas en avant du secteur, disons, raisonnable des classes dominantes. Et puis, il y a une troisième proposition de solution, une troisième attitude, disons, parmi les responsables, entre guillemets, celle dont a parlé Geneviève, c'est la tentation de la géo-ingénierie. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des propositions faramineuses de arroser les océans avec la limaille de fer, je pense, des choses comme ça, complètement invraisemblables, incontrôlables, n'est-ce pas? Bon, bon, bref, je ne veux pas entrer dans ça parce que c'est... Mais enfin, c'est une idée qui commence à faire son chemin parmi les responsables. Bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut agir, évidemment, il faut agir. Et bon, il y a différentes propositions d'action qui sont toutes respectables. D'abord, beaucoup d'écologistes insistent qu'il faut que les gens changent leur comportement individuel, qu'ils agissent autrement, qu'ils consomment autrement, qu'ils ferment leur robinet, etc. Bon, je ne fais pas la liste de tout ça. Je ne méprise pas ça. Hein. Je pense que c'est important, effectivement, que les individus changent leur comportement, mais je pense que ça ne suffit pas. Bon. Deuxième proposition, c'est créer des régions, des espèces d'oasis, des îles, où les gens pratiquent un autre mode de vie, une autre agriculture, une autre mode de consommation. Bon, ça aussi, je trouve que c'est une très bonne chose, et je suis tout à fait pour. Et puis, il y a une troisième forme d'action. Personnellement, je pense que c'est la plus importante. C'est ce que Naomi Klein appelle blocadia, c'est-à-dire les gens qui se mobilisent pour bloquer le système, empêcher la construction du pipeline, empêcher l'exploitation du pétrole, empêcher l'investissement par leur université, par exemple aux États-Unis, dans l'industrie pétrolière, etc., etc. Blocadia, c'est le terme de Naomi Klein, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça, c'est la forme la plus importante, hein, sans nier la valeur des autres, mais ça, je pense que c'est la forme la plus importante. Bon, cela dit, je pense qu'il faut qu'on fasse encore un pas qui est, au-delà des formes de lutte concrète qui se développent, avoir un projet de société alternative. Je dirais plus même, un projet de civilisation alternative à la civilisation capitaliste, industrielle, occidentale, moderne. C'est ça dont nous avons besoin, parce qu'il ne suffit pas de bloquer un pipeline par ici ou une ZAD, un aéroport par là. Il faut qu'on puisse avoir un projet global de changement structurel, systémique, hein, changer les systèmes et pas les climats, comme dit un mot d'ordre très populaire dans le mouvement. Alors, si on veut changer les systèmes, qu'est-ce qu'on propose? Il faut qu'on ait des propositions. Alors, il y a plusieurs propositions qui circulent, tout à fait respectables, l'écologie sociale de Murray Bookchin, la deep ecology, qui a des choses intéressantes à dire, etc. Bon, moi, je pense qu'une de ces propositions avec laquelle je m'identifie, c'est l'écosocialisme. Alors, je vais dire quelques mots sur l'écosocialisme dans les minutes qui me restent. Bon, alors, c'est quoi l'écosocialisme? C'est, comme son nom l'indique, une tentative de repenser le socialisme à la lumière de l'écologie. Et vice-versa, penser l'écologie à la lumière du socialisme. Donc, il y a les deux. Hein. Ça va dans les deux sens. C'est dialectique, comme on disait dans les temps. Bon. Alors, ça implique tout d'abord une critique. Hein, une critique à la fois du socialisme avec, ou sans guillemets, productiviste, qui a prédominé au XXe siècle, et de l'écologie de marché, hein, pour ne pas dire capitaliste.
Bon, donc, l'écosocialisme implique une critique de ces deux formes qui sont encore aujourd'hui très, très influentes, très prédominantes, aussi bien dans la gauche que dans le mouvement écologique. Bon. En fonction d'une proposition qui est donc écosocialiste, qui se veut une rupture aussi bien avec les productivismes de la gauche, qui est très fort, qu'avec les visions écologiques compatibles avec le marché capitaliste. Bon. Alors, souvent dans la gauche, même dans certains textes de Marx ou d'Engels, apparaît l'idée que le socialisme, c'est un changement des rapports de production qui sont devenus un obstacle au libre développement des forces productives. Je vous renvoie à l'anti-Düring d'Engels, page 79. Bon. Je pense que l'écosocialisme c'est dissocié de ça, de cette vision traditionnelle. Non. La transformation dont nous avons besoin implique, oui, le rapport de production, c'est-à-dire le rapport des propriétés privées des moyens de production. Il s'agit de le remplacer par des appropriations collectives, sociales des moyens de production, etc. Mais il implique aussi un changement des forces productives elles-mêmes. Ces forces productives-là, avec leur dynamique expansionniste, sont faussées par les systèmes. C'est des forces productives capitalistes, ce n'est pas les forces productives en général. Et nous avons besoin d'autres types de forces productives. D'autres types d'agriculture, d'autres types d'industrie, etc. Bon, donc, une autre logique, fondée évidemment, mais ça c'est classique chez Marx, sur la production des valeurs d'usage et pas de marchandises en fonction de la valeur d'échange essentiellement, etc. Bon, donc, les projets écosocialistes, c'est un changement aussi bien de rapports de production que des forces productives, que des moyens de formes de transport, qui actuellement sont celles, disons, de la voiture individuelle, du camion, etc. Bon, transformation des structures politiques, etc. Bon, bref, ce que l'écosocialisme propose, c'est quelque chose de très ambitieux. C'est un changement de paradigme de civilisation, rien que ça. Avec d'autres valeurs, qui sont plus celles du capitalisme, valeurs de respect de la nature, de solidarité, fraternité, contrôle démocratique, etc. Bon, donc c'est un projet révolutionnaire, si vous voulez, qui, disons, se propose comme un horizon. On sait très bien que ça ne va pas arriver la semaine prochaine, mais c'est un horizon qui inspire notre action présente. C'est disons, quelque chose qui nous sert de boussole, disons, pour savoir dans quelle direction nous voulons aller. Bon, évidemment, l'écosocialisme ne va pas tomber du ciel, il va arriver ou pas, ça dépend de développement, de lutte actuelle, ou des mouvements, ou des actions, dans ces trois directions dont j'ai parlé, le changement de comportement, les zones libérées, disons, et surtout ce que j'appelais les blocadia. Ce sont ces types d'actions-là, si elles se généralisent, qui peuvent faire avancer en direction de l'écosocialisme. Mais il faut qu'on pense aussi à quelque chose qu'on pourrait appeler un programme, une vision de transition écosocialiste. Transition, c'est-à-dire des mesures dont certaines pourraient être prises dès maintenant, s'il y a un rapport de force suffisant pour les imposer à des gouvernements qui peuvent être de centre-gauche ou de centre-droite ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est une question de rapport de force. D'autres impliquent une rupture avec les systèmes. Donc, c'est des... Bon, par exemple, une demande, ces transitions qui peuvent être réalisées dès maintenant, et d'ailleurs elle est déjà pratiquée dans certains endroits, c'est l'idée de transport public gratuit. Transport public gratuit. Une idée très simple, mais qui permet, en réduisant par exemple la circulation des voitures privées, de réduire les émissions de gaz, etc. Bon, c'est toute une autre vision aussi du transport, de la fonction, comment la société fonctionne, etc. L'idée de la gratuité, qui est une idée difficilement acceptable dans les systèmes capitalistes. Bon. Donc, il y a cette idée de
transport public gratuit qui est objet de lutte, de revendications, de mobilisation, parfois massive, comme c'était le cas au Brésil il y a quelques années, etc. Bon, un autre exemple, le combat contre l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée? Bon, c'est le frigo de ma grand-mère qui a duré 40 ans. Une très mauvaise affaire pour le capitaliste. Bon, donc aujourd'hui, les objets sont produits pour se casser au plus vite et ne pas pouvoir être réparés. Là, c'est fondamental. Le produit est fait pour ne pas être réparé. D'ailleurs, les petites officines de réparation sont toutes en voie de disparition. Bon, là aussi, on peut mener des batailles. Et en ce moment, il y a une bataille juridique, d'ailleurs, contre Apple, parce qu'ils ont fait leurs produits de façon à qu'ils ne peuvent pas être réparés et qu'ils se cassent au plus vite, n'est-ce pas? Bon, ce qui est logique, hein, enfin, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas qu'ils sont méchants. Du point de vue du capital et du profit, c'est logique qu'il faut créer des produits qui cassent pour que les gens achètent de nouveau. C'est pas... Ils sont tout à fait dans la rationalité du système. Sauf que la rationalité du système est humainement, socialement et écologiquement irrationnelle. Combien de minutes me reste, camarade président? 3 minutes. Ça suffit largement. Bon, ça suffit largement. Bon, d'autres choses qui peuvent être faites dès maintenant, non? Relocalisation de la production. Hein? C'est-à-dire, ne pas acheter un yaourt. Quelqu'un a fait le calcul que le yaourt a parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, différents pays, bon, etc. Non, il faut finir avec ça. Il faut que, disons, il y a un rapport relocalisation de la production, rapport direct producteur-consommateur, sans passer par tout le hypermarché, etc. Bon, donc, tout ça, c'est des choses qui se font déjà et qui doivent se continuer. Bon, je vais donner un autre exemple qui a à voir avec les camions et les rails. Hein. Vous savez que le transport de marchandises se fait aujourd'hui pour les camions, essentiellement, hein, avec des émissions de gaz en grande échelle, sans parler des accidents, des milliers de morts, etc. Bon, donc c'est absolument irrationnel du point de vue humain et écologique. Mais c'est rationnel du point de vue du profit, encore une fois. Hein. Donc c'est les transports, c'est la route, etc., les camions. Bon. Et les cheminots, les pauvres, essaient de défendre le rail, le transport des marchandises par les rails, et ils arrivent de moins en moins. Et ils sont parfois laissés seuls. Bon, il y a eu une grève de cheminots, là, il y a 2 ans, je pense, pour défendre le fret, hein, le transport de marchandises. Ben, ils ont été laissés seuls, ni les écologistes, ni la gauche. Pas grand monde s'est mobilisé. C'est aussi un peu de leur faute. Ils n'ont pas expliqué au public que c'est une affaire non seulement de leurs intérêts corporatistes, comme on dit, mais une affaire qui intéresse toute la société, qui a une dimension écologique fondamentale. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir à créer des mouvements, des mobilisations, des luttes qui soient éco-sociales, qui soient capables de réunir l'écologie et le social. Ça, c'est des combats, des luttes qui préparent un possible avenir éco-socialiste. Je dis bien possible, parce qu'il n'y a aucune loi de l'histoire ou de la dialectique qui nous garantit l'avenir radieux éco-socialiste. On ne peut faire que, comme disait mon ami Daniel Ben Saïd, parier, hein, parier sur l'avenir éco-socialiste. Merci. Philippe Pignard, très juste, le capitalisme, ce n'est pas simplement exploitation, c'est aussi de plus en plus destruction. Est-ce que ça ne redéfinit pas les classes sociales? Non, je ne pense pas que ça ne redéfinit pas les classes sociales, mais ça redéfinit la place des acteurs sociaux dans le combat. Je vais vous donner un exemple qui m'est très cher. En première ligne aujourd'hui, prenons l'Amérique latine, que je connais un peu mieux, en première ligne du combat contre la catastrophe écologique, ce n'est pas les prolétaires, ce n'est pas les ouvriers d'usine, ce n'est pas les syndicats, c'est les Indiens, hein, c'est les communautés indigènes. Ce n'est pas prévu ni par Marx. Bon, Marx peut-être avait des choses, hein, et Engels dans l'origine de la famille. Bon, bref. C'est quelque chose de nouveau, donc il faut prendre en compte. Hein, il faut prendre en compte. Donc si on reste à un ouvriérisme et on reste simplement à la porte de l'usine en attendant que, non.
Donc il faut participer aux luttes avec ceux qui luttent concrètement. Et aujourd'hui, par exemple en Amérique latine, et en Amérique du Nord aussi, aux États-Unis, au Canada, c'est les indigènes. Naomi Klein l'a dit. Je vous répète, je suis marxiste kleininiste. Elle a tout expliqué là. Lisez, rélisez, ça change tout. C'est très bon livre. Bon, c'est ma Bible. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, comment renverser les multinationales? Malheureusement, je n'ai pas la recette. Bien, je ne sais pas. C'est possible. Hein? Par exemple, si on expropriait Total en France, ça changerait pas mal de choses. Hein? Mais ce n'est pas impossible. Hein? Ça peut se faire. Ça a été fait dans d'autres pays, même au Venezuela, etc. Bon, mais évidemment, ce n'est pas pour que l'entreprise de pétrole continue à fonctionner comme avant. Hein? C'est pour qu'on change tous les systèmes énergétiques. Bon. Évidemment, c'est ça l'enjeu de la bataille. Bon, je n'ai pas la recette malheureusement. Quoi d'autre? Oh là là. Bon, le Brésil, oui, tout à fait. Mais c'est une utopie concrète, je pense que c'est une bonne définition. C'est quelque chose qui semble utopique, mais qui peut être réalisé concrètement. Et je dis, le transport gratuit existe déjà dans des petites villes en France, en Europe. Bon, donc c'est réalisable, sans renverser tout le système capitaliste. Mais c'est quelque chose que le capitalisme déteste. Ça ne fonctionne pas. Un truc dehors du marché gratuit, c'est absurde, c'est ridicule, c'est irrationnel. Donc on peut l'imposer, mais il faut un rapport de force. C'est une bataille politique, sociale et politique qui est très importante et qui préfigure l'avenir, parce qu'on a introduit l'idée de gratuité, des collectivités, des services publics, etc., de réduction des émissions de façon concrète, etc. Donc c'est une bataille qu'on peut gagner. Bon, mon ami Michalou, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Est-ce que... Bon, c'est une question qu'on se pose tous, hein, parce que, bon, on atteint un niveau dans la dégradation écologique et les changements climatiques, on se demande, bon, est-ce que c'est pas trop tard? Bon, je ne sais pas, franchement, je ne peux pas répondre. Même les scientifiques ne peuvent pas répondre. Hein. Il y a une marge de doute. Bon, donc, tant qu'il y a les doutes, tant que toutes les carottes ne sont pas encore cuites, et nous faisons partie de ces carottes qui sont... Bon, on va essayer de lutter, hein, sans aucune garantie, comme tu dis, c'est l'esprit de Louise Michel. Hein, on lutte, même si on n'a pas la garantie du succès. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en partant, en commençant par essayer de freiner cette train suicide de la civilisation capitaliste qui va vers un abîme qui est la catastrophe écologique. Juste une réponse à notre ami africain là derrière. Quelle planète allons-nous léguer à la postérité? C'était une discussion très importante il y a 30 années ou 40 années avec Jonas. Notre responsabilité envers les générations futures. C'est important. Mais aujourd'hui, le problème se pose autrement. L'urgence est telle que ce n'est pas simplement nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés qui vont souffrir, c'est les gens qui vivent maintenant qui vont payer l'addition de la catastrophe écologique. Hein? Bon, peut-être pas moi qui suis un peu âgé, mais nos enfants et nos petits-enfants, dans 20, 30 années, ils vont souffrir des choses dramatiques si on ne fait pas, si on n'agit pas. Voilà. Merci, Michael. Donc, ce que je voudrais, moi aussi je vais trier, parce qu'il y a eu trop de questions. Il y avait aussi des remarques. C'est vrai que ce sont les pauvres qui trinquent. Et c'est déjà en cours, les générations présentes. Cet été, au Bangladesh et en Inde, à cause des inondations, 40 millions de personnes déplacées, définitivement déplacées. Et donc, ce n'est pas une perspective pour nos petits-enfants du fait des inondations, du problème de la mousson, etc. Donc, c'est vrai que ce sont les pauvres qui trinquent. Mais je dirais que même si ce n'était pas que les pauvres, j'aurais à peu près le même discours. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. On n'est pas mobilisé uniquement parce que c'est les pauvres qui trinquent. Il s'agit d'autre chose, justement. Et qui a un potentiel, cette autre chose, a un potentiel mobilisateur. Moi, je suis engagée dans les mouvements pour qu'on appelle pour la justice climatique. Il y a énormément de jeunes. Parce que quand on dit est-ce qu'il faut lutter, parce qu'ils trouvent là quelque chose, peut-être. Nous pensons en tout cas, je pense à tous les alternatives, à tout ce qui s'est passé pour la COP21, etc. Ils trouvent là quelque chose aussi qui les dépasse.
et qui donne aussi un nouveau sens à la vie, au combat, parce que c'est un combat pour la vie aussi. Et pas seulement sa vie à soi, ou son petit enfant, ou ça, etc., mais c'est par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une humanité. Et ça, c'est un combat qui aussi peut, malgré les menaces, qui donne du sens, qui peut être enthousiasmant. Et on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui raccrochent le terrain politique par ce biais-là, justement. Et ça, je trouve que c'est très important. Sur les scientifiques, je suis entièrement d'accord. Merci, ce sont les scientifiques qui ont sonné l'alerte. Et je dirais, et là, c'est pas très, peut-être c'est pas très optimiste de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, la remise en cause du monde dans lequel nous sommes, elle est plus le fait d'une terre qui est totalement exténuée, qui n'en peut plus, que le fait des mouvements sociaux. Aujourd'hui, si nous nous posons autant de questions, toutes ces nouvelles questions qui surgissent, qui sont dans le débat public et qui sont très importantes, qui sont au centre, c'est bien sûr que c'est porté par des mouvements sociaux, par des intellectuels, par des scientifiques, mais c'est aussi parce que on a une terre qui semble se défendre, qui commence à répondre. Et là, c'est les sécheresses, c'est les inondations, c'est les grands feux partout, qui ne sont pas que dans les pays pauvres. Toute la Californie, etc., ça a un sens extrêmement important. Donc oui, merci pour les alertes scientifiques, et je dirais que ce sont aussi des scientifiques qui nous alertent aujourd'hui sur les dangers de la technoscience. Ce sont des scientifiques sur les dangers de la géo-ingénierie, de la bio-ingénierie, etc. Merci aussi à tous ces scientifiques qui, de l'intérieur, nous alertent. Et concernant alors la nature, la terre, etc., bon, on ne va pas engager le débat ici. Moi, en tout cas, la question de... Je n'ai pas de réponse, mais la question des droits de la terre m'intéresse. Et je pense que les porte-paroles ne sont pas que des scientifiques. Je suis d'accord que la terre... On peut trouver des porte-paroles, mais qui ne sont pas obligatoirement que des scientifiques. On ne va pas créer une nouvelle, technocratie mondiale. Il peut y avoir des porte-paroles, effectivement. Je suis d'accord que le droit de la terre, c'est un droit positif qui sera écrit par les humains, en termes d'obligation pour les humains, par rapport à des entités qui, en tant que telles, et en dehors même des humains, ont le droit d'être. Et aujourd'hui, il y a déjà des jurisprudences. En Australie, par exemple, il y a eu des jurisprudences qui ont reconnu le droit d'un fleuve. Ce sont des peuples indigènes qui ont porté cette revendication. Le droit à la reconnaissance de telles rivières, d'exister en tant que telles, et pas simplement dans une vision utilitariste pour nous, mais ça peut exister en tant que tel. Il se trouve que si ça existe en tant que tel, on peut l'utiliser aussi. Mais le but n'est pas uniquement de satisfaire les besoins humains. C'est pas, encore une fois, et là je crois qu'il y a un enjeu de décentrage des humains par rapport aussi par rapport aux autres êtres. Je ne fais pas par là du biocentrisme. On a déjà eu ce débat, Michael. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne suis pas du tout dans le biocentrisme. Ensuite, bon, on ne peut pas répondre à tout, mais je voudrais un peu partir sur ce que disait la dame. Je suis très gênée. Je suis gênée. Je sais que Michael, ce n'est pas ça. Mais je suis gênée par le discours « la cause, c'est le capitalisme ». Point. Parce que ça me désarme. Ça me désarme totalement. Je peux le penser. Je vois bien que la loi du capitalisme, c'est la loi du profit, c'est la destruction. Le capitalisme ne progresse aujourd'hui. C'est plus une accumulation de forces productives, c'est une accumulation de forces destructives pour l'essentiel. Bon, donc, pour l'essentiel. Et donc, je vois bien mais dire, c'est la faute au capitalisme. Alors moi, on me demande, mais alors, c'est où qu'il faut frapper? Elle est où la porte d'entrée? C'est pas la prise du palais d'hiver, là. On n'est plus là-dedans. Donc, je trouve qu'on se désarme. Et précisément, et là, moi, je me retrouve pas mal, dans tous les courants écoféministes, on pourra en parler aussi, qui valorisent autre chose dans l'expérience humaine, c'est-à-dire qui refusent aussi les grandes abstractions auxquelles nous avons adhéré, auxquelles moi j'ai adhéré, et auxquelles je peux continuer à adhérer parfois par plaisir ou par habitude. Le socialisme, l'émancipation humaine, etc., etc. Et qui valorisent, au contraire,
ce qui est directement à notre portée dès aujourd'hui. Et ce dont les gens s'emparent quand on dit est-ce que ça vaut le coup de lutter? Mais il y a plein de gens qui luttent partout. Des indigènes, des peuples indigènes, des paysans, des ouvriers. Alors je vais revenir sur votre question parce qu'elle me paraît vraiment centrale. Il y a des luttes partout, des résistances, des expériences qui tentent justement qui ne se posent pas la question est-ce que c'est trop tard, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Les gens qui aujourd'hui voient l'expropriation de leurs terres, qui voient des problèmes de pollution d'eau, etc., ils sont dans la lutte contre les incinérateurs, ils ne se posent pas la question. Et je trouve que, comment dire, peut-être un des grands apports de la période, de tous ces mouvements de lutte, c'est de valoriser, c'est de ne pas être dans la dévalorisation qu'on a connue de toutes ces petites luttes locales qui, par rapport au grand but abstrait et universel de changer le capitalisme et sauver la planète, sauver le climat et sauver l'humanité, eh bien, qui dévalorisait toutes ces expériences locales, ces luttes au jour le jour, dans lesquelles les gens s'impliquent intellectuellement, s'impliquent avec leur corps, désobéissent, prennent des risques. Et ça, je crois que la lutte contre le capitalisme, c'est ça. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est bisounours. J'assume totalement le côté bisounours. Je l'assume totalement. Et je pense qu'on transformera, que justement, c'est en ne saisissant pas des choses à faire qui sont à notre portée, qu'on laisse faire toutes les horreurs. Il y a des choses qui sont à notre portée si nous mettons, y compris nos corps, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces mouvements d'occupation, dans tous les blocadias, c'est pas simplement le cerveau, c'est le corps aussi qui est là. On bloque. Et ça, c'est un autre rapport aussi à nos propres corps, et c'est très travaillé aussi par les courants écoféministes qui valorisent pas simplement la rationalité historique, pas la scientificité des lois de l'histoire, mais aussi un rapport sensible au monde. Parce qu'aujourd'hui, l'effondrement peut-être essentiel, c'est un effondrement de la sensibilité. Quand quelqu'un évoquait la Méditerranée comme cimetière aujourd'hui des migrants, mais si on ne se révolte pas, c'est qu'il y a un effondrement de la sensibilité. Et donc c'est aussi par une approche sensible du monde, et c'est vrai que c'est aussi par la contemplation de la nature, par cette approche sensible du monde, qu'on peut espérer sans doute trouver le surcroît de conscience dont nous avons besoin pour faire face à ces défis qui véritablement sont devant nous. Et ça, je pense... Bon, dernier mot, sur le mouvement ouvrier, là je trouve qu'il y a aussi des alertes, des recherches extraordinaires actuellement. Elles sont déjà anciennes. Je pense à l'historien Thompson, par exemple, qui a son histoire de la naissance de la classe ouvrière anglaise, qui montre comment, justement, dans la tradition marxiste, on a dévalorisé tout un tas d'expériences qui étaient supposées être pré-capitalistes ou je ne sais quoi, socialisme utopique, etc., au regard des grandes lois de l'histoire et de la scientificité du socialisme, etc., et qui dit qu'il faut réhabiliter ces expériences-là, justement. Et il y a eu dans tout le 19e siècle, quand on dit le mouvement ouvrier ne s'est jamais occupé d'écologie, c'est faux. C'est faux. Certes, ces courants-là, ils ont été minoritaires. Ils ont été minoritaires, mais c'est faux. Alors je recommande le livre de Serge Audier, qui est quand même très bien, La société écologique et ses ennemis, qui reprend tout le 19e siècle en mettant à jour, justement, tous ces courants qui ont été minoritaires. C'est l'histoire des vaincus, finalement, aussi, qui a été complètement oubliée. Ces courants minoritaires, mais qui portaient tout le courant hygiéniste. On croit qu'on découvre la conscience écologique, mais on doit se défaire de ça. C'est encore une réaction, comment dire, très occidentale, je dirais, de dévalorisation du passé, de croire que là maintenant, nous, avec les grands progrès, nous sommes beaucoup plus conscients que n'étaient conscients les gens au 19e siècle. Mais c'est faux. Les pollutions ne sont pas nouvelles. Londres était irrespirable au 19e siècle, littéralement irrespirable, comme l'est la Chine aujourd'hui. Et il y a eu des mouvements qui étaient des médecins, des hygiénistes, des savants, qui se préoccupaient de ce problème-là et qui liaient l'exploitation capitaliste dans le travail et les conditions de vie absolument terribles de la classe ouvrière. Il y a eu les ludistes aussi, qui cassaient les machines parce qu'ils estimaient, parce qu'ils avaient très bien compris un certain nombre de choses. Il y avait les gens, ça Marx en parle, la question des forêts,
Marx en parle, c'est Ben Saïd qui en parle dans un de ses beaucoup plus que là. Presque la même chose. C'est presque la même chose. Et qui en parle beaucoup. Toutes ces luttes qu'il y a eu par rapport à l'expropriation dans les forêts, qui a été au départ véritablement, pour Thompson, en tout cas du mouvement ouvrier, là, qui s'est construit là. Donc, voilà, je crois qu'il faut aussi repenser ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire le mouvement ouvrier a toujours été extérieur aux questions environnementales et écologiques. C'est faux. C'est faux. Et je dirais, bon, c'est pas la tradition là, je pense parce que je fais demain une formation pour un syndicat, et j'ai relu un livre qui s'appelle Les dégâts du progrès, qui a été écrit par la CFDT en 1977, et qui est une critique à l'intérieur du travail de ce qu'on appelle le progrès, qui est assez extraordinaire. 1977, bon, depuis ça a beaucoup changé dans ce réseau-là, disons.